Allez, cette question à présent, sans verser dans le catastrophisme, est-ce qu'il faut redouter ou pas une pénurie de médicaments en pharmacie en France? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a plein d'infos, on entend un peu à droite à gauche. Il faut dire que la Chambre de commerce européenne en Chine avait estimé, c'était il y a de ça quelques jours, justement que les pharmacies mondiales pourraient faire l'objet de pénurie de médicaments, d'antibiotiques, justement à cause du coronavirus. C'est l'enzyme. Attendez, c'est quoi le rapport entre ce qui se passe là-bas et les médocs? Face à ça, on a des laboratoires, Sanofi, on a aussi Novartis qui nous disent non, on a des stocks, c'est bon, on a de quoi voir venir. Voilà, est-ce que, oui ou non, et pourquoi la France risque éventuellement une pénurie de médicaments? Est-ce que cette crainte est fondée en expliquant derrière qu'effectivement, ce qu'on appelle les principes actifs qui rentrent dans la construction, la fabrication des médicaments, la pénicilline ne sont pas fabriqués chez nous, mais fabriqués en Chine? Alors, le premier message, c'est pas de crainte à court terme. Mais court terme, c'est quoi court terme? Il y a des stocks. Il y a des stocks. Il y a eu, l'an dernier, le gouvernement a pris une série de mesures suite à un rapport du Sénat sur la pénurie de médicaments, contraignant les laboratoires à avoir au moins 4 mois de stock. Donc, à court terme... Oui, mais à consommation à court terme, normale. Oui, mais le problème des médicaments... C'est sur la question des médicaments. Il y a 2 types de médicaments. Il y a ceux qui peuvent aider à supporter ou à soigner les patients atteints de coronavirus. Là, pour l'instant, on n'a pas de vaccin et on a des médicaments qui permettent de juguler la température, etc., enfin, de réguler la température, etc. Bon, ça, c'est des médicaments qui sont extrêmement classiques. Le problème, c'est pour... Je dirais, le problème majeur, c'est pour tous les autres médicaments. C'est pour les médicaments, notamment pour les maladies chroniques, le problème qui se pose. Pourquoi? Parce que... Chroniques comme lesquelles l'hypertension, la maladie de Parkinson, toutes ces maladies où il faut prendre un médicament chaque jour pendant toute sa vie. Donc, là, la question qui se pose, c'est celui effectivement du principe actif, vous l'avez dit en ouverture, donc il y a 80% des principes actifs des médicaments. Le principe actif, c'est la molécule? Il faut expliquer peut-être. Un médicament, c'est un ragoût, vous avez la viande, vous avez la sauce. La molécule, c'est la viande, c'est ce qui est au cœur, c'est ce qui est actif, c'est ce qui permet de soigner vraiment la maladie. Et puis la sauce, c'est ce qu'on appelle les excipients en langage pharmaceutique. J'aime bien l'image. C'est tout ce qu'on met autour pour que ça passe, et pour que ça passe dans les meilleures conditions. Et qu'est-ce qui est fabriqué justement en Chine? Ce qui est fabriqué en Asie, et notamment en Chine, et en Inde, c'est le principe actif, les molécules qui agissent vraiment. C'est la viande. C'est la viande. C'est les 3/5 des sites industriels qui font les molécules actives dans le monde, les 3/5 des sites qui sont agréés par l'Union européenne sont en Inde et en Chine. Donc là, clairement, si ça continue très longtemps en Chine, on va avoir un vrai problème pour avoir les molécules qui sont le cœur de la plupart des médicaments que nous consommons. Ouais. Parce qu'encore une fois, dans ces principes actifs, il y a le paracétamol, il y a l'ibuprofène, il y a la pénicilline. Tout ça est fabriqué entre 60 et 90%. Encore une fois, en Chine. Donc, encore une fois, s'il y a une accélération de la consommation et de la demande, là, tout ce qu'on dit là ne tient plus. S'il y a une accélération de la demande, oui, mais encore une fois, normalement, il y a des mois et des mois de stock, en particulier pour les médicaments les plus courants, les plus classiques. Donc on ne s'alarme pas, on ne s'alarme pas, sauf si les usines continuent à être... elles rouvrent tout doucement. Encore une fois, à court, moyen terme, à horizon de quelques mois, il n'y a pas le moindre... Normalement, il n'y a pas le moindre problème. Ouais, normalement. Après, il y a cette question de la souveraineté sanitaire, j'ai envie de dire. Cette trop grande dépendance qu'on a, encore une fois, sur ces ingrédients pharmaceutiques qui sont pas fabriqués chez nous. On se rend compte de cette dépendance-là qui pose problème. Quand même. Évidemment, elle pose problème. Elle se pose dans tout ce que nous consommons. Elle se pose encore plus sur des médocs. Quoi. Alors, elle se pose encore plus sur les médocs et elle se pose encore plus sur l'alimentation. Voilà. Et pour l'instant, depuis des années, ces questions-là, on n'a pas voulu se les poser, que ce soit sur la sécurité sanitaire ou la sécurité alimentaire. La question a été mise sur le tapis à plusieurs reprises. Il y a eu toute une série d'épisodes qui nous ont amenés à nous poser cette question, mais collectivement, les médias, la classe politique, aussi toute la communauté des intellectuels, ne s'est pas posé cette question frontalement. Là, ce qui se passe aujourd'hui en Chine nous oblige à nous poser cette question plus sérieusement que nous l'avons fait jusqu'à présent. La question existait déjà auparavant. Nous sommes dans un monde où la production suppose des frontières
qui n'existent plus, des frontières qui ont disparu. On a des chaînes de valeur qui se sont allongées considérablement pour le médicament comme pour les automobiles ou les voitures. Il faut quand même rajouter, du coup, pardon Jean-Marc, mais c'est Patrick Artus, l'économiste, qui disait que pour une voiture, en tout, elle est assemblée dans 35 pays. Elle passe par 35 pays pour fabriquer une voiture. 35 pays. Il y a même des pièces. Une pièce mécanique, c'est quelqu'un de chez Renault qui citait l'exemple, une pièce mécanique qui était fabriquée en Chine, qui revenait en Europe pour un premier usinage, qui repartait en Chine pour un second travail, qui revenait en Italie et ensuite pour être assemblée dans une usine en Espagne. Voilà. La production industrielle moderne fonctionne comme ça. Elle fonctionne avec l'hypothèse que nous vivons sur un monde qui est devenu un village. Or, nous savons pour toute une série de raisons que le monde est de moins en moins un village. Donald Trump l'a montré avec ses mesures protectionnistes, puisque ça consiste, pour une raison politique, à mettre brutalement une barrière entre deux pays. On a eu d'autres épisodes qui ont eu le même effet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'éruption du volcan islandais. Oui, dont le nom est imprononçable. Et oui, je ne me risquerai pas à essayer de le prononcer. Un effet ponctuel. En Irlande étaient fabriqués des radars de recul pour les voitures. Toutes petites pièces qui étaient transportées en avion. Notamment dans les usines allemandes où on fabrique des voitures haut de gamme qui étaient équipées de ce type de radar. La liaison aérienne a été coupée, donc les usines automobiles ont été bloquées pendant plusieurs jours, le temps de mettre en place des bateaux, des trains pour pallier. Voilà. Et donc on a eu le volcan, on a eu Fukushima, l'explosion de la centrale, le problème de la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a aussi eu à côté des usines, il y a une usine qui faisait des peintures, à nouveau pour les voitures. Je me rappelle. Il y avait une seule usine au monde qui fabriquait cette peinture très haut de gamme. Et donc cette usine a été, ça a bloqué évidemment arrêtée. La chaîne de production. Et donc il se passe pareil pour toute une série de raisons. Les frontières qu'on croyait disparues, qu'on croyait condamnées à s'aplatir. Le monde est plat, c'était le livre d'un auteur, d'un essayiste américain à succès, Thomas Friedman. Le monde est plat, il n'y a plus de frontières, on peut organiser tout comme dans un seul territoire. Eh bien, on sait maintenant que c'est de moins en moins vrai. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Chine, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Italie, où on commence à se demander est-ce qu'il faut remettre des frontières beaucoup plus fortes entre l'Italie et la France. Ça gênerait le tourisme, mais aussi toute une série de productions industrielles, y compris des médicaments, puisque l'Italie, en particulier la Lombardie, qui est touchée par le coronavirus, est l'une des rares bases industrielles puissantes de fabrication du médicament qui reste en Europe. Après, on se pose la question, pourquoi est-ce que les grands labos pharmaceutiques ont décidé comme ça de s'approvisionner en Chine ou de fabriquer ces principes actifs en Chine? C'est une question de sous, c'est pour optimiser les coûts, c'est tout. Pas uniquement. La première raison, c'est évidemment le prix. À une époque où l'écart salarial était colossal, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Cet écart colossal a beaucoup diminué, mais il n'y a pas que ça. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui est extrêmement régulière, où il y a des normes, où il y a des contraintes. Et donc, en Chine et en Inde, ces contraintes sont beaucoup moins fortes. Et donc, il n'y a pas seulement le coût salarial, il y a aussi les normes que nous avons mis en Europe pour d'excellentes raisons et que la Chine et l'Inde ont décidé de ne pas mettre en œuvre aussi pour de bonnes raisons, puisque c'était la condition de leur développement. Au risque d'avoir des principes actifs qui soient de moins bonne qualité? Alors, c'est une question qui a été posée. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure d'un agrément. Les autorités européennes donnent des agréments aux unités de fabrication qui sont en Asie, après avoir vérifié un certain nombre de conditions. D'ailleurs, on voit bien, encore une fois, on est dans l'actualité parce que Sanofi a annoncé justement son intention de créer un leader européen des principes actifs pharmaceutiques. Encore une fois, c'est cette molécule qui rentre, on l'a dit, c'est la viande dans la composition du médicament. Donc il y a cette prise de conscience aussi de cette extrême dépendance et donc il y a une réflexion chez les laboratoires pour relocaliser une partie de cette production. Comme c'est juste quelque chose de... comme ça, de spontané, d'isolé. Non, c'est comme chez tous les industriels depuis quelques années, suite aux événements que je citais, donc le tsunami au Japon, des inondations en Thaïlande, d'autres épisodes aussi, ont amené les industriels à se poser la question de savoir jusqu'où il faut continuer avec ces chaînes de production qui sont extrêmement morcelées, extrêmement longues et donc extrêmement vulnérables. La réflexion dans l'industrie pharmaceutique, elle a commencé il y a déjà quelques années, bien avant l'épisode du coronavirus, mais évidemment l'épisode du coronavirus l'accélère et elle amène à se poser aussi la question en termes de sécurité sanitaire.
aux autorités, ce qui n'était pas le cas ou pas assez le cas auparavant. Sécurité et souveraineté. Même si la réflexion existe, hein, encore une fois, on a vu en France une multiplication des ruptures de médicaments. Depuis 10 ans, le nombre de ruptures le nombre de médicaments frappés de rupture a été multiplié par 20. Pourquoi il y a ces ruptures? Parce que les chaînes de production et de distribution du médicament sont de plus en plus mondialisées, elles sont de plus en plus sensibles à un petit événement qui se passe. Ça peut localement. Voilà, ça peut être une épidémie, ça peut être une usine qui a un problème technique. Ça peut être une usine qui est modernisée. Il y a eu l'an dernier un médicament très utilisé dont la production a été bloquée par la modernisation d'une usine au Canada qui a pris plus de temps que prévu. Et donc, il va falloir qu'on repense toutes ces chaînes de production, tout en sachant que si on produit en Europe, pour une raison de salaire, mais aussi pour une raison de normes, ça sera plus cher. Et voilà. Qui va payer le prix? Le médicament, c'est pas un produit, c'est pas une petite cuillère ou une automobile payée par le consommateur. Il y a des remboursements qui sont assez larges. Il y a des négociations entre les laboratoires et les pouvoirs publics sur le taux de remboursement. Il y a toute une série de discussions. Si les médicaments sont plus chers, ça n'a pas de prix, mais c'est un coût, comme on dit. C'est nous tous qui le paierons à travers nos cotisations, nos impôts. Donc, ce que je retiens, Jean-Marc, et on se quitte là-dessus, pas de crainte à court terme, donc en termes de pénurie de médicaments, sauf si, j'ai envie de dire, sauf si. Et là, je vous laisse finir. Non, pas de crainte dans le mois, les deux mois à venir. À partir de quel moment tout ça peut devenir critique, ça, je veux dire. Si on a un blocage total des frontières entre non seulement la Chine et le reste du monde, mais aussi entre l'Italie et la France, le problème se produira plus tôt, évidemment. Mais pour l'instant, on n'est que dans la spéculation. Bon voilà, explication, merci beaucoup, signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.